la plupart des participants, ce sont les chiffres en matière de conflits en Afrique. Et environ un tiers des pays africains sont en fait, touchés par les conflits. Et cela, ça interpelle vraiment les évaluateurs, étant donné que les méthodes classiques ou les écoles d'évaluation n'enseignent pas en fait cette spécificité de l'évaluation. Donc, je vais me permettre de faire un peu un résumé de la présentation du docteur Keita. C'est vrai, c'est pas une tâche facile, mais moi, j'ai pu retenir que euh, l'évaluation en situation de conflit fait face à deux défis principaux. C'est-à-dire, nous avons les défis conceptuels, c'est-à-dire liés à la conception de l'évaluation du fait que la situation sécuritaire et qui est changeante. Cette situation change d'un instant à un autre. Et le contexte politique qui n'est pas stable, qui est un peu tendu, et les objectifs du projet, la théorie du changement souvent incomplet ou non définie. Et au niveau également, on a des problèmes d'attribution plutôt. Le deuxième défi, il est d'ordre évaluatif, donc d'ordre pratique. Et à ce niveau, nous avons bien sûr les questions d'ordre sécuritaire qui se posent en matière de collecte de données. Et nous avons également la composition de l'équipe d'évaluation, étant donné qu'il faut des évaluateurs locaux, l'expertise locale, et n'est toujours pas facile à avoir à ce niveau. Et également, nous avons la capacité d'appropriation des bénéficiaires. Pour relever ces défis, le docteur a proposé un certain nombre de, de pistes, s'assurer, par exemple, de l'évaluabilité des interventions. Et il a beaucoup mis l'accent sur l'analyse du conflit, ce qui est très important afin de comprendre vraiment la dynamique. Et également, préférer ou mettre l'accent sur la triangulation des données, donc privilégier différentes sources de données. Et entre autres, il a mis l'accent sur la question de langue en matière de collecte de données afin de ne pas, de faciliter ou de ne pas biaiser la qualité des données. En matière de méthodologie adaptative, bien sûr, l'évaluation en situation de conflit ne crée pas d'autres méthodes. Cette évaluation s'appuie sur des méthodes classiques d'évaluation, juste qu'il faut savoir les combiner en fonction de la dynamique et de la situation sécuritaire. Enfin, pour finir, il a mis un point d'attention sur la collaboration, la participation, la formation de l'équipe d'évaluation et les questions d'adaptabilité, mais également la question de genre. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu résumer de la présentation du docteur Keita. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nassibou. Et la deuxième présentation sera faite par Dr Pascal Kakou, à qui je vais donner la main pour qu'il puisse faire sa présentation. À défaut, je pourrais partager l'écran. Ok, donc je présente, enfin, je fais la présentation. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais là, on est sur le document Word. Document Word. Euh, c'est bizarre. Partagez votre écran, il n'y a pas de souci. Votre présentation. Bon, ok. Attendez que j'essaie encore, parce que je ne sais pas pourquoi il y a le document Word. Ok, je crois que c'est bon. C'est Ouais, bon? bon, Ok. ouais. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est moi qui
tu as la main, hein. C'est moi qui partage votre écran, docteur. Allez-y, il n'y a pas de souci. OK, alors merci, docteur Keita, pour votre présentation. En fait, ça, d'une certaine manière, euh, campe le sujet de ma présentation parce que ce que je vais essayer de présenter, c'est vraiment de montrer comment on a essayé d'adapter notre approche d'évaluation dans un contexte de conflit, dans le cas du Burkina Faso. Donc, je vais essayer de partager l'expérience. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Alors, donc, ici, c'est la carte du Burkina Faso. Donc, comme on le sait tous, le Burkina Faso est confronté à des défis sécuritaires très importants. Il suffit pour mesurer cela la récente visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie. Et si on met de côté, si on écarte les enjeux géopolitiques, on voit bien que l'une des annonces euh, principales était justement la formation du personnel militaire et la fourniture de matériel militaire pour lutter justement contre l'insécurité. Donc, la question sécurité est vraiment importante et c'est dans justement ce cadre-là que nous avions à évaluer un projet de formation. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Alors donc, pour faire vite, le projet a deux volets. Donc, un volet formel qui porte sur le circuit formel de l'enseignement primaire et secondaire au Burkina Faso. Donc, la population cible est de 14 000 élèves. Donc, l'âge varie entre 14 et 19 ans. Formel porte sur 5 700 jeunes filles, jeunes femmes dans la formation professionnelle. Le projet est mis en œuvre dans la région de l'Est, du centre-nord, du nord du nord et du centre-nord, nord et la région du Sahel. Alors, il est utile de garder à l'esprit que les régions du nord et du Sahel sont des régions particulièrement vulnérables. Et donc, ce qui a été l'un des enjeux majeurs de, de cette, comment dire, de cette évaluation. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Alors, comme le professeur Keita le disait, l'une des choses qu'on sait dans la théorie de l'évaluation, c'est qu'on part du principe que dans une méthode, dans un contexte stable, donc un contexte normal, un contexte qui n'est pas, euh, comment dire, qui est pas lié à l'insécurité, on sait qu'on part du principe que la population euh, est stable, la population est stable, donc la taille d'échantillon qui en découle doit être stable. Et la liste des individus, des participants sera fixe, la méthode d'évaluation fixe. Donc, comprenez bien que l'idée étant que ben, on se retrouve dans une sorte de contexte de laboratoire. On sait tous que la vie n'est pas aussi stable que cela, mais l'instabilité est encore plus prégnante quand il s'agit des périodes, comment on dit, contexte de conflit, de fragilité, de violence. Alors, dans ce contexte-là, on sait bien que les infrastructures sont limitées parce que quand il y a la guerre, l'une des premières victimes sont les infrastructures, autant que les humains. Donc, le problème de sécurité se pose avec acuité. Alors, dans ce contexte-là, il y a également un manque de confiance parce que les gens ne savent pas trop qui est en face. Alors, donc, ce que nous avons essayé de faire dans cette euh, mission d'évaluation de mettre en place une approche itérative basée sur la confiance, qui est à la fois fondée sur deux principes. Donc, la combinaison d'outils numériques, ce qui semble essentiel, et les interactions humaines. Alors, comme le professeur Baffa le disait, les outils numériques sont essentiels pour collecter les données et pour plusieurs autres activités durant une mission d'évaluation. Mais en elles seules, elles ne suffisent pas. Alors, si vous avez de bons outils, si vous avez de bons outils, que vous n'avez pas de bonnes interactions, vous n'avez pas créé un environnement de confiance, il me semble que les outils à eux seuls ne peuvent pas remplir la mission d'évaluation. Dans les avantages liés à cette approche, est justement euh, une plus grande flexibilité. Donc, on a la possibilité d'adapter notre échantillon en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire. Et cela implique aussi une participation active des différents acteurs de la mission d'évaluation, donc du projet. Ici, il me semble que
il est utile de souligner que l'agent de mise en œuvre du projet a été d'une aide assez importante dans la mise en œuvre de l'évaluation, ainsi que les autres membres, les autres parties prenantes de l'évaluation. Alors, donc, cette approche favorise également une boucle de retour-action, donc ce qui est essentiel pour mettre à jour notre méthode et nos outils. Et donc, elle s'appuie également sur la confiance entre l'évaluateur, les enquêteurs et les participants. Par exemple, on sait que dans les contextes normaux, il peut y avoir des cas de rétention d'informations ou de corruption d'informations. Donc, créer un climat de confiance aide justement à atténuer ou à pallier ce genre de défi. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, donc, notre approche comprend essentiellement 11 étapes. Donc, pour la première étape, ce qu'on a essayé de faire, c'est de cultiver un environnement de confiance. Donc, dès le début de la mission, nous avons impliqué Euh, l'agent. donc, Monsieur Pascal, Oui. vous avez encore 2 minutes. Comment vous voulez que je fasse ma présentation en 2 minutes, Nassim? Ouais, vous êtes un expert, trouve toujours des solutions Ouais, bon, adaptatives. je vois on est dans un contexte de conflit. Conflit. OK. Bon, je vais essayer de faire le plus vite possible. Donc, dans la première étape, nous avons essayé de cultiver un environnement de confiance, donc avec l'implication effective de l'agent de mise en œuvre dans nos réunions, dans nos différentes délibérations. Et ça nous a beaucoup aidé pour clarifier les objectifs et de comprendre les défis liés à l'évaluation. En deuxième étape, on a demandé la liste des populations cibles, ce qui a été fait, ce qui nous a permis de faire la certification de la population selon les différentes régions, le sexe, le statut de déplacé. Ensuite, nous avons calculé la taille de l'échantillon des deux différents volets du projet. Nous avons aussi fixé les taux d'attrition, 20 et 40%. La raison pour laquelle on a 20 pour le réseau formel, c'est parce que les élèves n'ont pas la même incitative que les gens qui vont dans le centre de formation. Donc, on pourra revenir là-dessus pendant la période de questions si vous le voulez. On a également sélectionné de manière aléatoire les participants. On a également fait la sélection d'un échantillon de remplacement. Vu le contexte de sécurité, il fallait prévoir cela. Et comme le professeur le disait, il y a des bénéficiaires qui peuvent éventuellement abandonner le programme. Alors, après tout ceci, nous avons partagé la liste aux responsables 2 semaines avant la collecte de données. Et pendant la période de formation donc, nous avons mis à jour notre liste. Nous avons également mis à jour la liste après le premier jour de collecte de données, suivant les différents défis. Et l'une des choses qui me semble importante, c'est d'avoir mis à jour de manière quotidienne la liste des participants. Donc, vu le défi sécuritaire, vu l'évolution de la situation, cela nous permettait de mieux affiner notre approche. Puisqu'on peut avancer. Alors, donc, pour schématiser un peu l'approche, excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est essentiellement pour dire que, il y a eu un échantillonnage initial qui a été raffiné au fil de l'évolution du contexte avec la mise à jour des informations sur la sécurité. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, bon, vu le temps qui me reste, je ne vais pas Oui, 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 vous avez et- déjà consommé vraiment le temps que vous avez imparti. Mais je vais vous accorder encore 30 secondes pour conclure. merci, vous, franchement. Là, bon, OK. Donc, puisque je sais que mon collègue Alexis va revenir sur la phase de mise en œuvre, je ne vais pas discuter de ceci, mais essentiellement pour dire que nous avons eu différentes approches pour la mise en œuvre des évaluations. Est-ce qu'on peut avancer? Alors, donc, juste pour dire que, donc, grosso modo, nous avons atteint notre cible pour les deux projets. Est-ce qu'on peut avancer? OK, donc, bon, je ne sais pas si je peux discuter des enseignements tirés, mais bon, rien que pour dire que nous avons adapté notre stratégie selon le contexte. Nous avons réussi à créer un climat de confiance. Nous avons adapté notre méthode vu l'évolution du contexte. Et ceci a été possible parce que justement, nous avons pu
créer un climat de confiance qui permettait aux enquêteurs, aux différents parties prenantes qui étaient sur le terrain de nous apporter des informations au fil de l'évolution de la situation. Alors, donc, pour conclure, ce qu'on peut avancer, pour conclure, ce que nous voulons retenir, c'est que c'est le contexte, en fait, comme le disait le professeur Bafa, qui enjoint, en fait, qui commande l'approche de collecte de données. Donc, il faut parfois être flexible et pouvoir s'adapter à l'évolution de conflits. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci beaucoup, docteur Pascal, pour cette présentation. Et pour résumer, vous êtes, vous avez présenté une approche basée sur un échantillonnage itératif pour faire face en fait à la situation difficile des évaluations en situation de conflit. Et cette approche met l'accent sur deux points. Le premier point, c'est l'utilisation des outils numériques et ou digitaux. Et le deuxième point, c'est la confiance. La confiance, donc gagner la confiance des acteurs locaux et la participation de ces acteurs dans tout le processus, depuis le design jusqu'à la formation et la collecte des données. Mais également, vous avez mis l'accent sur la proactivité et le processus itératif qui permet en fait de mettre à jour au fur et à mesure le processus d'échantillonnage. Merci beaucoup, cher Pascal, pour cette présentation. Je voudrais rappeler aux participants qui peuvent écrire, s'ils ont des questions à poser, ils peuvent balancer ça dans le chat. Et voilà. Maintenant, à la fin aussi, nous allons prendre quelques questions, deux questions ou plus, ou deux à trois questions. Et voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la présentation suivante. Monsieur Alessi qui va partager avec nous ses expériences du Burkina. Monsieur Alessi, vous avez 5 minutes pour faire votre présentation. Merci beaucoup. Le micro est fermé, Alexis. Ok, merci beaucoup Nassibou. Bonsoir à tous, bonsoir aux participants, bonsoir aux panélistes. Euh, j'ai travaillé sur une collecte de données en situation de conflit au Burkina Faso, notamment la même collecte que Pascal, mais j'ai eu à beaucoup plus intervenir sur les aspects de la collecte de données quantitatives. Nassibou, diapositive, s'il te plaît. Alors, nous avons utilisé une méthodologie pré-post. C'est vrai que ce n'est pas vraiment adapté pour le contexte, mais bon, c'est ce qui avait été défini. Donc, on a fait une collecte de données baseline sur les deux volets que Pascal a présenté tout à l'heure, une collecte de données baseline et une collecte de données endline pour chaque volet. Diapositive suivante. Donc, la première question qu'on s'est posée, vu le contexte, c'est l'accès aux bénéficiaires. Comment avoir accès aux bénéficiaires pour pouvoir collecter les données? Dans un premier temps, nous nous sommes dit, il faut faire une cartographie des zones à risque. Où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller, dans un premier temps. Cette cartographie, elle a été faite par une approche participative. L'approche participative et adaptative dont a parlé le docteur Keita et que Pascal nous a présenté en bref, avec beaucoup plus de détails. Donc, sur la base des experts locaux et de nos points focaux sur le terrain, on a pu faire une cartographie des zones à risque. Et sur cette base-là, nous nous sommes dit, il faut faire un recrutement des agents enquêteurs à l'intérieur de chaque région. Cette solution, elle avait l'avantage déjà de nous permettre d'avoir des agents qui maîtrisaient les régions, qui maîtrisaient aussi le contexte social. Donc, il n'y a pas de barrière de langue aussi. Le second défi qu'on a eu, c'était au niveau de l'échantillonnage. Parce qu'il fallait, on a eu de la base de sondage. Notre point focal nous a fourni les bases de sondage, mais on avait un problème au niveau de la stabilité de la base de sondage. Parce on nous revenait souvent qu'il y avait des bénéficiaires qui abandonnaient. Donc, il fallait stabiliser la base de sondage. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous nous sommes dit? Il fallait avoir un échantillon de remplacement. Et cet échantillon de remplacement nous garantissait que si on allait sur le terrain et qu'on n'avait pas accès à un bénéficiaire qu'on avait tiré, on pouvait le remplacer par un autre bénéficiaire.
qui étaient toujours sur notre liste de remplacement. Et pour l'échantillonnage, par construction, on a fait un sondage proportionnel couplé à un sondage aléatoire simple. Parce que déjà, les zones d'intervention, on a des zones d'intervention, 4 zones d'intervention, 4 régions. Et on a à l'intérieur de ces zones-là des communes d'intervention et des centres. Donc, par construction, on a fait une stratification proportionnelle qu'on a couplé à un sondage aléatoire simple, en prenant en compte bien sûr les déplacés internes, c'est une variable très importante à prendre en compte dans un contexte de conflit parce que soit on a des réfugiés, soit on a des déplacés internes dans ce genre de contexte-là. Donc, parmi nos bénéficiaires, il y avait des déplacés internes. Donc, nous avons pris en compte cette variable-là. Et à chaque fois, quand on était sur le terrain ou un enquêteur était sur le terrain, il fallait demander est-ce que la personne est déplacée interne ou pas. Toujours ce qu'il faut garder en tête, c'est quoi? C'est que les zones à risque peuvent changer d'une période à l'autre. Nous, ce qui nous est arrivé, c'est que quand on est arrivé à la poste, les collectes de données endline, post-intervention, on s'est rendu compte qu'il y a des zones qui étaient des zones de conflit et qui ne le sont plus. Et dans ces zones-là, quand on allait, on nous disait que oui, les bénéficiaires ont quitté les zones, les déplacés internes ont quitté les zones. Ceux qui étaient déplacés internes et qui étaient bénéficiaires, ils ont dû quitter cette zone-là pour retourner dans leur localité d'origine. Ou on a encore eu le cas où on avait des zones où on avait accès et là, tout d'un coup, on nous dit que le conflit s'est déplacé dans cette zone-là et on n'avait plus accès à la zone. Ce qui a fait qu'on devait à chaque fois s'adapter, voir comment avec les outils numériques, on a dû faire une collecte à distance pour pouvoir avoir l'information. Ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'il faut toujours surveiller le taux d'attrition, vu la méthodologie utilisée, vu que c'est une méthodologie pré-post. Donc, il ne faudrait pas que la taille de l'échantillon de base soit trop éloignée de la taille de l'échantillon euh, endline. Et aussi, puisque tout ça là, ça agit en fait dans l'analyse des données, puisqu'on aura deux sous-échantillons et il va falloir faire une analyse avec ces deux sous-échantillons-là. Donc, l'attrition est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est aussi important d'avoir des gens, Pascal l'a rappelé, c'est cette approche participative, là, les bénéficiaires qui doivent participer. Oui, Alexis, Euh, oui, ouais, il faut, vous avez déjà consommé le temps que vous avez imparti. Donc, je vais vous demander d'aller à l'essentiel et de conclure comme ça. d'accord, ok. Donc, l'utilisation des outils numériques et aussi le fait d'associer une autre méthode pour pouvoir faire la triangulation. Donc, on a fait une étude de cas qualitative parce que la méthode pré-post, après l'analyse des données, n'est pas toujours assez concluante sur certaines variables. Donc, sur ce, je vous remercie. OK, merci beaucoup, Pascal, pour ce partage d'expérience du Alexis, hein. Burkina Faso. Et Alexis, je vous en prie, du Burkina Faso. Et avec cette expérience, il a pu partager les problèmes d'autres pratiques que la collecte de données ou les agents de collecte de données ou les évaluateurs sont confrontés en matière lors d'une évaluation en situation de conflit. Et à présent, nous allons continuer avec Monsieur Nino, Monsieur Nino Alfredo Sando, qui va aussi nous partager ses expériences dans le cadre d'un projet de résilience. À vous, Monsieur Nino. Merci. Merci beaucoup, Nassimo. Le temps, c'est 10 minutes, c'est combien? 10 minutes, c'est ça? C'est 5 minutes parce que c'est 5 minutes. Donc, vous allez vraiment aller à Rapidement, il n'y a pas de l'essentiel. souci. Allons-y, allons-y rapidement. Très bien. Effectivement, je vais présenter le diapo, le cas du projet Progress, qui est un projet de résilience qui a été mis en œuvre pendant 4 ans au Burkina Faso, Mali, Niger. Diapo, s'il vous plaît. De mai 2020 à mai 2024, en fait, qui couvrait 3000 bénéficiaires pour la partie Burkina. En fait, c'est un projet en consortium transfrontalier. Et nous, ACF avait le lead au niveau global, régional, et puis au lead au niveau du Burkina Faso. Au Burkina Faso, le projet a été mis en œuvre par 15 ONG, dont ACF comme lead, avec Terre des Hommes, Self Common Ground et des associations locales, Tintois et puis Capri Parkway.
On était dans 3 communes pour ACF, les communes dans l'est du Burkina Faso, proches de la frontière avec le Niger et du Bénin, qui sont des communes vraiment en situation de conflit intense et parfois qui sont des zones sous blocus. Le projet arrivé à la fin du projet, il fallait faire l'évaluation finale du projet pour voir l'impact de ce qu'on a vu comme financement sur les 4 ans de Diapo. On était donc confronté aux défis d'accès aux communes, parce que les communes étaient sous blocus. On ne pouvait pas accéder aux communes pour faire les évaluations. Également, la question de couverture réseau qui était assez instable et Internet. Également, les contraintes logistiques et sécuritaires, parce que parfois, on n'avait pas des vols humanitaires pour pouvoir accéder, était également difficile, en fait, challenging. Diapo. Nous avons donc justement fait, c'était basé sur une méthodologie, on va dire une approche mixte, en fait, qui a combiné un suivi longitudinal des bénéficiaires et puis une coupe transversale. Parce qu'on a voulu intégrer les deux approches dans l'évaluation d'impact. On a pris les 3000 bénéficiaires du cash qu'on apportait pour pouvoir faire tout ce qui est protection sociale. On a suivi du début jusqu'à la fin avec une évaluation d'impact finale. Et on avait un volet CAP pour capter les effets de tout ce qui va être sensibilisation, activité de dépistage, de la malnutrition, tout ce qui va être activité communautaire et de cohésion sociale. Donc, c'est une approche intégrée. Et quand ça permettait également de comparer la situation au départ et la situation finale. Diapo? Diapo, voilà. Donc, du coup, face à cette contrainte qu'on a dit, nous avons dû adopter une approche adaptative en prenant des enquêteurs locaux. Du coup, on a pris des enquêteurs dans les communes où on n'a pas accès, justement pour pouvoir faciliter la collecte de données. On a fait la formation des enquêteurs avec WhatsApp en ligne. Ça permettait justement de pouvoir se connecter, même comme parfois, il y avait la question de coupure du réseau et tout. Et pour faire la supervision, on a pris nos partenaires locaux dans la zone, qui étaient nos points focaux, qui permettait de suivre la collecte de données tous les jours au niveau terrain pour qu'on s'assure de la véracité des données collectées sur le terrain. En fait. Donc, c'était vraiment ça. En termes d'enjeu, c'est vraiment la question des partenaires locaux qui était centrale, la formation à distance par WhatsApp et aussi le rôle clé qu'on a fait dans le suivi de proximité. Diapo. En termes de contraintes, on avait justement une formation sur WhatsApp avec le réseau qui est stable. Ça a pris énormément de temps. C'était prévu un jour, on a décidé 3 jours. Et du coup, on voulait avoir des enquêteurs expérimentés pour la qualité de données. On a dû prendre quelques enquêteurs qui n'étaient pas très expérimentés parce qu'on ne pouvait pas accéder à la zone. Mais comme on avait des partenaires avec qui on travaillait durant les 4 ans, à qui on a apporté des capacités pour pouvoir faire tout ce qui est enquête et tout, on les a pris comme étant des enquêteurs. Diapo? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon sur l'évaluation? C'est qu'on va se dire, en fait, en termes d'évaluation en zone de conflit, il faut qu'on soit conscient qu'il y a des contraintes contextuelles qui sont là, il faut être capable de s'adapter. Et cela doit être pris en amont même lors de la préparation de l'évaluation, même pourquoi pas lors du montage du projet, en tenant compte de la variabilité et de l'instabilité du contexte qui peut changer. Et aussi, il faut intégrer les partenaires locaux dans ces questions d'évaluation pour pouvoir assurer un accès au cas où il y aurait un blocus dans la zone. Et aussi la question d'accès au TIC pour pouvoir juguler les collectes à distance, en fait. Ensuite, c'est bon? Comme recommandation, il faut qu'on puisse à chaque fois former les partenaires locaux en matière de collecte d'analyse des données, prévoir tout ce qui va être option alternative et investir sur le soutien permanent aux équipes locales pour la qualité des données. Oui, oui, oui. Alors, voilà. Donc, on va dire pour conclure, c'est que malgré justement cette question, on a pu mener à bien l'évaluation et produire des données qui étaient valides. Le secret était dans l'anticipation de ces contraintes. Nous avons anticipé dès le démarrage du projet en mettant un échantillon avec prise en compte d'un taux d'attrition pour le suivi longitudinal de 10%, comme c'était des gens qui avaient des appuis quotidiens, mensuellement, on avait quand même réduit les taux d'attrition et aussi de prévoir les deux volets de l'évaluation, avoir une enquête CAP de base et prévoir au cas où on avait des difficultés de faire une enquête CAP finale, on se limiterait uniquement à l'approche longitudinale. Donc, on a pris les deux approches, longitudinale et puis CAP, qui permettaient justement d'améliorer la mesure de l'impact et aussi de minimiser les risques
au cas où on aurait des enjeux d'accès sur le terrain, en fait. Et aussi le rôle clé de notre partenaire local qui était là, qui nous a vraiment aidés, puisqu'il vit dans la zone d'intervention. Contrairement à celle, nous étions un peu dans la zone un peu reculée. Donc, ils ont été nos relais sur le terrain. Et en travaillant pendant 4 ans, ils ont été capacités tout ce qui va être composante 1000, situation et résolvabilité. On les a formés sur les outils, accompagnés. On était sûr déjà qu'après 4 ans, ils sont en capacité de conduire ces opérations au même niveau de qualité qu'auraient fait les équipes d'ACF directement en frontline. Voilà un peu ce que je peux présenter rapidement sur l'expérience que nous avons eue dans ce cadre de ce projet. Merci beaucoup, Nassimo. Merci beaucoup, Nino, et pour cet excellent exposé, aussi pour avoir tenu dans le temps. Et on peut noter que les défis, en fait, varient d'un projet à un autre. Et il est important, en fait, que l'équipe d'évaluation puisse vraiment trouver des approches adaptées au contexte de l'évaluation. Et M. Nino a beaucoup mis l'accent sur l'anticipation pour pouvoir relever les défis d'ordre logistique, sécuritaire et également en termes de, de composition en fait, de la qualité des ressources humaines. Et nous allons passer maintenant à notre dernier panéliste. Et cette fois-ci, nous allons quitter l'Afrique de l'Ouest, nous allons quitter le Sahel pour l'Afrique centrale. Et, et Monsieur Armando va nous présenter ses expériences dans l'évaluation d'un projet en situation de conflit en RDC. Et M. Armando aussi apporte un autre regard, c'est-à-dire un regard de commanditaire et de superviseur d'évaluation. À vous, M. Armando, vous avez 5 minutes pour faire votre présentation. Merci, je vais essayer de tenir sur 10 minutes. Bien. Là, je vais travailler, je vais présenter en fait les résultats d'un projet Nachiriki qui était porté en fait sur le renforcement de la cohésion sociale et de la stabilisation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, qui sont en fait les zones à l'est de la RDC en proie au conflit armé et ethnique depuis de longues années et qui est en train de nombreux déplacements. Donc, c'est un projet effectivement mis en œuvre par un consortium de 4 organisations NRC qui est en lead, International Alert, Justice Plus, Search for Common Ground. Diapo, je ne vais pas m'attarder effectivement sur tout ce qui est approche d'évaluation et méthodologie d'évaluation qui ont été utilisées durant cette évaluation. Euh, Juste ce qu'il faut retenir, c'est effectivement la mise en place effectivement d'une approche assez intégré en termes de prise en compte de plusieurs méthodes et approches d'évaluation, de l'approche mixte. Comme vous allez effectivement pouvoir le voir, y compris en mettant aussi un point d'attention sur la triangulation des données par la suite dans ces contextes de conflit. Dr Keita a fait une présentation assez globale sur toutes ces méthodes et approches d'évaluation. Derrière aussi, on a mis un accent en fait sur la sensibilité au contexte en termes effectivement de suivi du contexte, puisqu'on avait encore des équipes, pas dans les zones d'évaluation, mais dans la province, notre bureau provincial restait effectivement actif pour appuyer cette évaluation. Slide. Même chose, effectivement, les méthodologies, la mixité des méthodes d'évaluation sur le plan quantitatif et qualitatif. Pour cette évaluation, on a priorisé effectivement un échantillonnage stratifié aléatoire dans la mesure où on n'avait pas une base de sondage fixe. L'intervention étant basée sur une approche communautaire. Slide. Donc, pour passer un peu plus de temps sur les défis, là, sur le coup, c'est pas en fait le consortium qui a conduit l'évaluation. Donc, on était un peu plus, on était en retrait de l'évaluation, comme commanditaire de l'évaluation. Et là, effectivement, il y a un certain nombre de défis qu'on a dû rencontrer et qu'il est bien de partager. Donc, premièrement, c'est le manque de contrôle en fait direct
et l'alignement en fait des objectifs pour l'évaluation. Il est clair effectivement lorsqu'on confie l'évaluation à une tierce personne, on est toujours tenté effectivement de pouvoir, quand c'est pas l'entité elle-même qui fait l'évaluation, on parle de méthodologie adaptative et tout, sachant que la responsabilité repose sur une tierce personne, le suivi effectivement derrière est assez important et ça se prépare dès l'amont en termes de préparation des TDR, une grande anticipation dans la préparation, le calibrage en fait des TDR pour fournir le maximum d'informations, surtout les informations sur le contexte d'intervention, en mettant l'accent effectivement sur les challenges liés à l'accessibilité, au conflit, au risque sécuritaire et aussi à la dynamique en fait des communautés. Et il faut aussi relever que en plus de cette période, de cette zone qui est plutôt conflictogène, il y avait aussi, on s'inscrivait aussi là sur une période électorale euh, avec l'élection présidentielle et les élections législatives nationales. Donc, il y avait plusieurs mouvements en fait qui contribuaient à fausser un peu l'appréhension et l'appréciation en fait des communautés vis-à-vis en fait de notre intervention. Donc, il y a eu effectivement ce gros travail de préparation qu'il a fallu faire et un recadrage en termes de recrutement effectivement du consultant de la maison de consultance qui devait se charger de cette évaluation. Le positionnement aussi, la préparation aussi du budget. Docteur Keita l'a mentionné. La difficulté dans ces conflits-là, en fait, dans ces contextes de conflit, c'est qu'il faut en fait pouvoir prévoir une marge en fait de manœuvre lorsque on fait la budgétisation par rapport aux évaluations habituelles dans des situations stables. Dans la mesure où il faut prévoir entre 10 et 20%, pratiquement 30% de budget en plus, parce que suivant l'évolution du contexte, la réduction, la dispersion effectivement des zones à toucher, on peut être amené à développer à recourir à d'autres méthodes, développer d'autres stratégies qui deviennent en fait un peu plus budgétivores. De même aussi, la disponibilité des consultants pour les zones d'hôtel qui te l'a mentionné à son exposé, où en fait il est difficile d'avoir des consultants qui veulent se positionner sur ces zones-là du fait des nombreux risques qui y sont courus. Donc, on doit prévoir plus de temps, effectivement, pour la préparation de la conduite de l'évaluation, clarifier, en fait, tous les engagements dans les TDR, faire des réunions de cadrage, en fait, avec les consultants, avant même de recruter pour être sûr déjà, en fait, que là, on a la même compréhension. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour ce cas-ci, on a eu, au début, le désistement d'un consultant, après, en fait, avoir reclarifié le contexte dans lequel, en fait, il fallait intervenir et les différentes approches, en fait, qu'il fallait déployer pour la conduite de cette évaluation. Par exemple, initialement, pour se positionner avec une approche avant-après. Là, ça a été difficile un peu d'intégrer de faire ça, prendre en compte, de faire ce pour être pris en compte par le consultant parce que ça nécessitait encore un autre déploiement et il a fallu effectivement faire une autre rallonge budgétaire pour pouvoir intégrer ça. Pourtant, ça faisait effectivement partie intégrante de tout cet EDA, d'où l'importance des réunions de cadrage et de suivi tout en gardant des communications régulières euh, avec les consultants retenus. Pour la qualité des données collectées, là, il y avait effectivement ce risque-là qui avait été décelé, mais on a priorisé effectivement une approche des méthodologies rigoureuses avec des outils de collecte mobile des données pour appuyer ces méthodes-là au niveau des consultants. Tout à l'heure, en amont, on avait effectivement vu les différentes approches, les différentes méthodes qualitatives et quantitatives qui ont été déployées afin de pouvoir être sûr de trianguler les données à la fin et être sûr d'avoir quand même une synthèse qui puisse être une représentation un peu plus réelle des résultats de l'évaluation. L'interprétation des résultats aussi a été un défi majeur, un autre défi, de la mesure où, en fait, certains résultats ne reflétaient pas forcément, en fait, il y avait une dissonance entre les résultats quantitatifs et les résultats qualitatifs sur certains indicateurs, sur certains résultats d'évaluation. Avec l'approche avant-après, on a eu en fait des résultats plutôt mitigés. Pourtant, en triangulant avec les données qualitatives, les récits des histoires de vie, on a eu d'autres perceptions effectivement qui venaient effectivement nuancer ces résultats-là pour faire ressortir effectivement le changement du contexte qui a été évoqué effectivement par les précédents panélistes. Donc, c'est effectivement important à chaque fois dans l'interprétation des données par les consultants, surtout quand ce n'est pas nous qui le faisons, de pouvoir faire ressortir effectivement prendre en compte tous ces éléments-là et s'assurer toujours de cette triangulation des données. Il y a eu un fort engagement des parties prenantes. Nous, effectivement, en amont de cette évaluation, on a bien préparé le terrain en
renforçant la communication avec les acteurs locaux qui avaient été impliqués dans le cadre du projet, en mettant en place effectivement des listes de participants, des points focaux, aussi bien étatiques, des associations locales, y compris les contacts, qui ont permis effectivement aux consultants de se déployer assez aisément et d'être acceptés et accueillis dans les communautés ciblées, malgré les difficultés logistiques et sécuritaires qui ont pu être rencontrées en limitant effectivement l'accès à certaines zones, une faible couverture réseau, où il a fallu effectivement au niveau des consultants, via l'engagement, l'approche participative, pouvoir effectivement euh, faire recours aux agents de collecte locaux. Là, effectivement, on n'a pas fait une formation à distance, mais on les a fait venir en fait à un point de ralliement. Eux, ils pouvaient en fait se déplacer assez aisément, contrairement en fait aux consultants. Donc, à ce niveau-là, on a effectivement encouragé les consultants à les faire venir à des points de rencontre où ils ont pu faire les formations. Certaines pour certains entretiens, surtout avec les acteurs des organisations de mise en œuvre. On a utilisé effectivement des méthodes de collecte à distance via les WhatsApp, Skype euh, et d'autres approches utilisées par le consultant. Slide. Au niveau de la mise en œuvre, slide. Oui, OK. Au niveau de la mise en œuvre, effectivement, on est revenu sur le contexte sécuritaire avec de nombreux paramètres. On a parlé, la particularité, effectivement, c'était qu'on était aussi, on avait quand même regardé un certain suivi, effectivement, du contexte sécuritaire qui a permis de garder en alerte, en fait, les consultants et de toujours partager en temps réel les informations dans les deux sens, consultants vers l'équipe sécu de NRC, NRCVR, les consultants afin de pouvoir rester toujours préserver la sécurité, en fait, des équipes sur le terrain. L'accès aux données et aux informations. C'est vrai qu'ici, effectivement, par exemple, lorsqu'on essaie de faire lorsqu'on travaille sur l'échantillonnage, on a eu des difficultés à avoir des données actualisées en fait sur la démographie des zones dans lesquelles on devait intervenir. On a dû effectivement recourir à des données qui dataient d'un peu plus de, on était dans les 10 mois, 12 mois par là. C'était difficile d'avoir des données actualisées. Heureusement, effectivement, sur le terrain, il n'y avait pas une grande variation pratique. L'engagement des parties prenantes a déjà été évoqué, la difficulté effectivement, des difficultés logistiques et infrastructurelles qu'ont rencontré les consultants, les prédécesseurs sont déjà revenus dessus. Et, un point effectivement, c'est sur la sensibilité culturelle et politique, où il y a eu effectivement un certain nombre de difficultés rencontrées par les consultants dans la mise en œuvre avec effectivement la segmentation en fait du pouvoir local. Il y a eu effectivement où les consultants font parfois face à, vous voyez, les procédures civiles en fait sont un peu plus renforcées dans les situations de conflit où il faut vraiment faire attention à toujours bien s'introduire auprès de l'autorité compétente. Là, pour le cas d'espèce, il y a eu un moment où l'autorité était en déplacement après plusieurs relances, toujours pas. Les agents de collecte ont pris le risque d'aller en fait commencer à se renseigner sur le terrain et ont été interpellés, où il y a eu en fait quelques malentendus. Donc, c'est vraiment important de rester sensible en fait à toute cette dynamique-là qui est évolutive, qui est particulière dans les situations de conflit, ainsi que prendre en compte également en fait les dynamiques de conflit. Là, on était dans une dynamique aussi ethnique, de conflit ethnique, où il fallait encore, même dans le recrutement en fait, des agents de collecte, être sûr que on ne va pas pouvoir mettre en danger en fait certains superviseurs ou agents de collecte. Ainsi que la question de la langue qui a également été adressée en s'appuyant sur des agents de collecte locaux et superviseurs locaux. Suivant. Donc, pour les leçons apprises, je suis revenu un peu en même temps là pendant que je présentais. Donc, il faut, le maître mot reste l'anticipation en tout cas et la variabilité des approches et méthodes du point de vue de la préparation. Et il faut vraiment mettre un point d'honneur, un accent en tout cas sur la bonne compréhension des engagements vis-à-vis en fait de la maison de consultance qui est retenue pour conduire l'évaluation. Et aussi en termes de provision budgétaire, il faut toujours effectivement avoir cette marge de manœuvre-là au regard effectivement des possibilités d'évolution du contexte qui pourrait amener à faire évoluer en fait l'enveloppe budgétaire. C'est vrai que c'est toujours difficile lorsqu'on se retrouve à la fin d'un projet de pouvoir justifier cela, mais ça reste un gros risque qu'il est bien de prendre en compte. La diversification des approches et méthodes de collecte,
le point, l'accent aussi sur la sécurité des équipes sur le terrain. C'est très important de pouvoir effectivement garder cette ressource-là qui va assurer un suivi permanent sur le terrain. En termes d'analyse des données aussi, toujours garder à l'esprit effectivement ces changements, ces éléments extérieurs en fait à l'intervention qui ont c'est forcément en fait contribué à la qualité des résultats, très souvent de manière plutôt négative. C'est pour ça effectivement au début, docteur qui t'a parlé par exemple en fait des difficultés de se lancer en fait dans des approches d'évaluation en fait sur la base d'un contrefactuel. Et en termes d'attribution, c'est vraiment difficile, en tout cas dans ce contexte-là, de se lancer sur ces genres d'évaluation d'impact ici. Euh, Diapo. Après, donc, en termes de recommandations, c'est effectivement d'insister sur la sécurité des équipes lors de l'évaluation, en mettant effectivement des staffs qui vont pouvoir assurer cela à travail à plein temps. J'ai apprécié quand Dr Keita disait que l'évaluation, effectivement, en situation de conflit est une toute autre intervention, carrément, parce que c'est effectivement le cas. Il faudrait prévoir les ressources nécessaires pour assurer la qualité de cette évaluation-là. Améliorer l'accès logistique aux zones. Je suis déjà, c'est la dernière diapositive, Nassibou, je vois que tu vais déjà venir. Bien. Donc, faire attention également à tout ce qui est normes culturelles et sociales qui pourraient effectivement être des facteurs de risque pour les équipes si jamais ce n'est pas respecté en jouant en fait sur des connecteurs ou des diviseurs qui alimentent déjà le conflit ou qui visent en fait à le réduire. Donc, lorsqu'on prépare et qu'on met en œuvre ces évaluations, surtout lorsqu'on n'est pas l'acteur de mise en œuvre avec une bonne connaissance du contexte parce qu'on a suivi en fait tout le déroulement de l'intervention. Donc, bien briefer en fait les consultants sur ces éléments-là et les accompagner en continu sur les terrains sur la base des méthodologies adaptatives et très participatives si on veut garantir la réussite de notre évaluation. Merci. Merci beaucoup, Armando, pour votre présentation. Et je voudrais faire remarquer que vous avez beaucoup mis l'accent dans dans une optique de commanditaire un certain nombre de défis, tels que les défis relatifs au recrutement de consultants, et étant donné que les zones en conflit, ce n'est pas tous les consultants qui sont en fait prêts à y aller. Il y a aussi les questions d'ordre logistique et budgétaire et aussi en matière de temps, parce qu'il faut du temps pour préparer l'engagement des parties prenantes. Tout cela prend du temps et il faut que le commanditaire puisse vraiment se préparer à temps afin de, de conduire à bon port ce type d'évaluation. Merci à tous les panélistes. Sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Francine pour prendre quelques questions des participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nassibou. Et merci encore une fois de plus à tous les panélistes pour vos différentes présentations. Dans le chat, nous avons eu quelques questions, de très, très belles questions d'ailleurs. Bon, je voudrais juste d'abord m'adresser aux participants. N'hésitez pas si vous voulez prendre, on va vous permettre d'ouvrir votre micro et de prendre la parole, le temps d'abord de répondre aux questions qui sont dans le chat. Donc, il y a une question de M. Doni Pootio. Quelles ont été les actions menées pour susciter la confiance des acteurs, notamment les bénéficiaires du projet? Je crois savoir que cette question s'adresse au docteur Pascal, qui a présenté la confiance comme approche itérative utilisée dans le cadre du projet qu'il a eu à évaluer au Burkina Faso. Donc, docteur Pascal, vous avez la parole pour répondre à cette question. Ben, merci pour la question, Thio. Ben, pour établir la confiance, ben, c'est pas magique, hein, c'est comme dans la vie de tous les jours, il faut pouvoir discuter. Donc, ce qu'on a fait, comme je le disais dans la présentation, c'est d'avoir intégré dès le début de la mission l'agence de mise en œuvre à travers toutes nos réunions, de présenter les objectifs de l'évaluation, la méthode que nous avions adoptée et avec eux définir les défis et les challenges que se présentaient à nous. Donc, c'est vraiment de s'impliquer dans tout ce que nous faisions, de le mettre à jour et
Et aussi, ce qui a aidé, en plus de cela, sont les interactions, comment dire, les interactions personnelles. Donc, au-delà de tout ce qu'on a eu comme réunion en ligne, quand on s'est rendu sur le terrain, on a eu la possibilité de discuter avec eux, aller au restaurant avec eux dans certains cas. On a eu aussi des discussions avec les enquêteurs, par exemple, comment dire, lors des formations, on pouvait à la pause, discuter avec eux, enfin, avoir des relations plus ou moins humaines, comme ça se fait dans la vie. Donc, tout ceci a contribué, si vous voulez, on s'est partagé aussi les numéros WhatsApp, nous discutions. Donc, tout ceci a contribué à créer un environnement de confiance, en fait. Non, en fait, de la transparence, si vous voulez. Merci beaucoup, docteur. Il y a également une autre question. Comment s'assurer que les données collectées sont crédibles? Quels sont les outils et méthodologies adaptés? Je pense que cette question peut-être va un peu revenir bon, vous pouvez prendre la parole, celui qui se sent le plus capable de répondre à cette question, étant donné que vous tous, vous avez travaillé en contexte de conflit. Donc, je laisse la parole pour aller un peu plus rapidement et plus brièvement possible. Merci beaucoup. Docteur Bon, Keita, Nino, Armando, non. la parole est, cette question, je pense qu'elle est adressée à tous autant que vous êtes. Vous pouvez répondre à cette question. Ok, bon, assez rapidement, pour l'assurance qualité des données, en tout cas, déjà les outils, en fait, les approches en amont en termes de diversification des outils de collecte, des méthodes de collecte, pour les données quantitatives aussi, la collecte mobile de données, mais aussi à réduire en fait les biais de collecte derrière, la formation en fait des agents de collecte ainsi que le suivi par les superviseurs sur un nombre réduit en fait d'enquêteurs renforce cette qualité-là au moment de la collecte. Après, il y avait aussi ce travail de débriefing qui est fait bon, pour notre cas, qui était fait en fait par les consultants à la fin de la collecte pour passer en revue en fait les données qui avaient été collectées et revenir sur les points d'attention afin de pouvoir améliorer ces données-là, soit par des recollectes ou alors en supprimant ces observations. Donc, c'est tout ce processus-là, en fait, combiné qui permet derrière quand même de garantir une certaine qualité des données. Après, il n'y a pas, en fait, des données qui sont 100% bonnes. Il y a toujours, effectivement, cette marge, effectivement, de biais qui est admise, de tolérance qui est admise dans les exercices d'évaluation. Je vais peut-être prendre la question suivante qui était directement, qui était fléchée, si tu le permets. Ce qui peut expliquer en 30 secondes l'apport du récit de vie en fait dans la collecte de données qualitatives. C'est un peu ce que je disais là tout à l'heure lorsqu'on a eu en fait le challenge entre l'évaluation par l'approche avant-après et ainsi que effectivement qui était basé en fait sur l'évolution de certains indicateurs et post-intervention. En les rapprochant effectivement avec les récits de vie, et ainsi que les autres sources de données qualitatives, les entretiens et résultats de focus group, on a pu effectivement plutôt nuancer ces résultats-là qui semblaient plutôt être négatifs en mettant en compte les ressentis, effectivement, la perception réelle des communautés et des principaux en fait, participants de ces interventions-là. Donc, c'est très important de pouvoir effectivement collecter ces données qualitatives-là pour ne pas se limiter en fait au côté quantitatif qui ne dit pas le pourquoi, le comment en fait ces résultats ont été obtenus. J'espère que je réponds à sa question. Ouais, Merci. Francis, je voudrais, si tu permets, à suite d'Amando sur le volet assurance qualité des données, l'un des gros enjeux que je dis souvent aux équipes, c'est la question du contrôle de proximité. Il faudrait justement qu'on puisse, avec les enquêteurs, les personnes en charge de la collecte des données, avoir des points le matin avant la collecte, de démarrage du matin, pour faire le rappel des erreurs constatées la veille, et le soir, on essaie de faire un cross-checking minutieux de chaque donnée collectée. À la fin de la collecte des données, on va essayer de faire quelques croisements des variables pour voir si on a des valeurs aberrantes, qu'on va parler des outliers. Et aussi, il faut aussi garder en esprit qu'il faut quand même faire une triangulation des données. Parce que clairement, on ne va pas être aussi l'acteur dans la zone
qui aura fait une évaluation, une intervention, il faut se dire, est-ce que ça fait du sens comme indicateur qu'on trouve à niveau d'atteindre l'indicateur par rapport à ce qui est fait par tel autre acteur dans la littérature pour être en termes de triangle et aussi à l'outil à la fin de mesurer l'indicateur très bien, qui n'est pas très bien formulé comme question en fait. Donc il faut également qu'on puisse contrôler ce biais avec la triangulation en fait. Merci beaucoup. Merci. Ok, j'allais ajouter tout simplement deux points à ce niveau. Surtout réellement, le dernier point il a parlé, en fait, la triangulation est un aspect très, très important dans ce contexte-là. Et aussi, réellement, ce qui est très important, c'est aussi l'équipe d'évaluation est un aspect aussi très important pour la crédibilité. Et aussi, le dernier point est un aspect que je disais, puisqu'il y a la multiplicité des acteurs, et beaucoup d'acteurs sont là. Effectivement, si vous avez fait, et puis on essaie de faire la collecte des données conjointes. Ça aussi, c'est un aspect réellement pour améliorer davantage la crédibilité en fait, des données. Merci beaucoup, Dr. Keita. Étant donné que Nino va nous quitter très bientôt, j'aimerais, s'il vous plaît, immortaliser ce moment, vous demander de nous afficher l'un de vos plus beaux sourires et afin que nous prenions une photo tous ensemble. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je me rends compte que ce webinaire suscite beaucoup d'intérêt. On a beaucoup de questions dans le chat. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On va donner la parole à quelques participants. On va leur permettre d'ouvrir leur micro. Vous n'avez qu'à lever la main. Et... Ton micro est coupé, Francine. Ah, désolé. Et je disais tantôt que, on donnera la parole à quelques participants afin qu'ils puissent poser une question à l'un d'entre vous ou alors à l'ensemble des panélistes. On ne sait jamais. Donc, la main, OK. Alassane, Monsieur Alassane Doua, voilà, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro. Allez-y, posez votre question. Monsieur Alassane? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. Super. Alors, merci beaucoup hein, à tous les panélistes. C'était très intéressant ce que nous avons effectivement écouté. Je vais droit au but. Je voudrais poser ma question peut-être principalement à Dr. Keita. Euh, alors, je la pose parce que je sais qu'il travaille également dans une organisation internationale qui est également un bailleur. La question fondamentale qui se pose des fois au niveau des bailleurs, c'est effectivement comment on s'assure, parce que les bailleurs ne sont pas dans la mise en œuvre, donc ils financent, c'est des organisations internationales ou d'autres organisations nationales qui font la mise en œuvre des activités. Alors, la question fondamentale des fois qui se pose, c'est comment est-ce qu'on s'assure de la qualité et de la pertinence de nos interventions dans un contexte où on n'arrive pas effectivement à pouvoir être à une fréquence régulière sur le terrain pour pouvoir suivre effectivement les activités. C'est une question qui n'est pas fondamentalement liée à l'évaluation, mais je me dis pour arriver à l'évaluation, il faudrait effectivement s'assurer au cours de la mise en œuvre du programme qu'on est quand même arrivé à assurer une certaine qualité dans nos interventions et assurer également cette pertinence tout au long de la mise en œuvre du programme. Donc c'est pour cette raison que je pose vraiment cette question-là et je suis vivement intéressé par vos, vos réponses en tant qu'expert en suivi et évaluation, mais aussi toutes ces organisations qui sont également dans la mise en œuvre. Et je travaille pour finir en fait au compte du Bureau de la coopération suisse au Mali, qui est la représentation de l'État suisse au Mali. Merci. Ok, merci bien. Je pense que la question m'est adressée directement, mais les autres peuvent. Je vois qu'il vient du Mali, donc peut-être c'est pour cela qu'il a vu un Keita, donc il s'est dit que c'est son frère.
Ok, Non, mais effectivement, cet aspect est un aspect très important dans la mise en œuvre des projets, surtout avec les organisations internationales qui financent les autres organisations, comme l'USAID d'ailleurs, par exemple, l'Union européenne, ou bien, par exemple, la banque, les banques de développement, multilatérales de développement. Et là, en fait, le premier aspect que, comme vous avez dit par rapport à la mise en œuvre, s'assurer de la qualité de la mise en œuvre. Les bailleurs, généralement, dans la conception des projets et programmes, ils mettent réellement l'accent sur, en fait, le budget de suivi pour mettre en place en fait le système de suivi et évaluation. On met l'accent réellement sur un budget pour le suivi. Généralement, par exemple, il y a l'USAID qui parle souvent de 3 à 5% du budget total qui est dédié uniquement au suivi. Et donc, l'organisme de mise en œuvre réellement doit mettre en place un système de suivi et évaluation de qualité et qui serait supervisé par les bailleurs. Le bailleur en question, par exemple, soit la banque, soit, comment dirais-je, l'USAID ou bien les autres bailleurs. Et donc, réellement, on renforce la capacité, effectivement, de ce système de suivi et évaluation en lien avec, effectivement, le projet qui va suivre la mise en œuvre du projet durant, en fait, qui va faire le suivi, supervision régulier du projet durant sa mise en œuvre. Et c'est un aspect très important. Et c'est ce que, en fait, réellement, certains bailleurs qui omettent actuellement de mettre ce budget pour le suivi et évaluation, l'unité qui va mettre en œuvre, en fait, le projet va mettre tout simplement un système de suivi et évaluation de nom. Donc, en fait, un système de suivi relation qui n'a pas de budget, qui n'arrive pas à faire la supervision. Et donc, raison pour laquelle, depuis la conception des projets et programmes, dans la partie suivi et évaluation, on demande réellement, les bailleurs demandent à ce qu'on mette effectivement un système de suivi et évaluation en place avec un budget bien dédié pour ça. Et donc, c'est un aspect très important. Et donc, ce qui fait que réellement, le bailleur est là tout simplement pour renforcer la capacité de ce système de suivi et évaluation, venir faire des suivis, des activités de renforcement des capacités, mais aussi, cela n'empêche que le bailleur vienne faire souvent des supervisions réellement pour la mise en œuvre. Donc, ça, c'est un aspect réellement pour assurer la qualité de ces projets financés par les bailleurs. Merci, Dr. Keita. L'USAID Voilà. est Parce un que, exemple par rapport à ça. Ah, Oui. d'accord. Je Merci peux beaucoup. peut-être Ah, vous voulez je ajouter vais, quelque je vais, compléter juste je vais un ajouter. élément. Ah, ok, bon, allez-y. C'est juste pour ajouter un élément assez rapidement sur les points évoqués par le docteur Keita. Il y a également un autre système qui est beaucoup plus utilisé effectivement par les bailleurs comme FCDO, BIT aussi, le Third Party Monitoring, qui en fait est un instrument que les bailleurs utilisent pour engager en fait une tierce entité pour faire le suivi en fait des interventions qu'ils ont financées. Avec des exercices effectivement très communautaires auprès des organisations des communautés en fait bénéficiaires de l'intervention. Euh, Pascal? Oui, en fait, je vais dire la question, en tout cas, ça résonne dans mon esprit assez. Je trouve que c'est une question extrêmement profonde. En fait, la question, d'après moi, on pose le problème de agent principal. Donc, comme je l'ai dit, comme l'intervenant l'a dit, les organisations financent les projets, mais elles n'ont pas nécessairement la capacité de s'assurer de la qualité du projet. Donc, le docteur Keïta a tout à fait raison de souligner la mise en œuvre des mécanismes de suivi des projets. Sauf que, comme on le sait, en gestion de projet, l'un des problèmes, et ça, c'est pas propre au problème, le projet de développement, le problème, c'est que parfois, dans la gestion de projet, on a tendance à mettre l'accent sur les activités, dans la mise en œuvre des activités, telles que prévues dans le cadre logique. Problème, la, toute la question se pose entre la mise en œuvre des activités et des objectifs à long terme. Donc, pour aller vite, on peut dire que, on a parfois des résultats en termes de succès de gestion, donc de qualité, efficacité et coût. Mais les succès sur le long terme, dans les succès de développement, ne sont pas toujours au rendez-vous parce que le lien est toujours difficile à établir. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que ben, la qualité, si on parle de mise en œuvre des activités, très souvent, on y arrive. Ça, il me semble que la question ne se pose pas, mais la question qui se pose, c'est le lien entre les activités et les objectifs à long terme des projets. Alors là, c'est une autre question. Je pense qu'on ne peut pas répondre dans le cas de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Pascal. On va donner la parole à une dernière personne, Monsieur Kwame Aito. Euh, Allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous.
Je vous remercie pour la présentation. Vraiment, c'est très intéressant quand même. Et j'ai deux questions. Ma première question, ça concerne euh, la mi-évaluation. Monsieur, Monsieur Voilà. Kwame, vous pouvez vous présenter? Ah, je suis Aito Kwame je suis un suivi évaluateur dans la structure en pro au Togo. Voilà. OK, donc j'aimerais savoir, lors d'une évaluation de mi-parcours, est-ce qu'on arrête le projet avant de faire l'évaluation ou bien le projet continue avant qu'on évalue le projet? Ma deuxième question, ça concerne lors d'un appel à projet, ils ont précisé dans le projet que le projet sera exécuté sur 1 an et demi et le 1 an et demi restant, ça serait consacré au suivi des activités. J'aimerais savoir, est-ce que c'est possible qu'on puisse réaliser d'autres activités dans, sur la deuxième phase, au fait, où ils ont dit que ça serait consacré au suivi et évaluation des activités. Est-ce que c'est possible? Ou bien comment ça se fait? Merci. Francine, tu es en mythe là. Vraiment désolée. Non, non. Bon, en fait, je voudrais juste vous rappeler d'être un peu plus bref dans vos questions, parce que là, on a dépassé le temps qui nous était imparti, et pour permettre à tout un chacun de vaquer également à ses autres occupations, je vous prierai d'être un peu plus bref, et au panéliste qui répondra aussi d'aller un peu plus vite. Voilà. D'accord. D'accord. Ma première question concerne l'évaluation mi-projet parce qu'on a estanté, post-tenté et mi au milieu du projet. Au fait, par exemple, si le projet va durer sur 3 ans, déjà 1 an et demi, on voulait vraiment évaluer le projet, voir si vraiment les indicateurs pouvaient être atteints et puis voir si l'objectif pouvait être atteint. J'aimerais savoir, en ce temps-là, est-ce qu'on arrête le projet, on arrête les activités avant de faire cette évaluation? C'est ma première question. Ok, C'est bon? D'accord. d'accord. Je prends. Oui. Ok, d'accord. En fait, à ce niveau, c'est comme on le dit souvent, en fait, on essaie de régler en fait, la voiture quand la voiture est en marche, quoi. On n'a pas besoin d'arrêter la voiture réellement pour régler directement. Les projets sont comme ça. L'évaluation à mi-parcours, c'est pour améliorer la mise en œuvre du projet. Et donc, on n'a pas besoin d'arrêter les activités. Et puis, s'il y a des ajustements à faire, on essaie de faire des ajustements pour pouvoir voir si on peut, quels sont les ajustements possibles, les recommandations possibles pour améliorer le projet en cours avant d'arriver à la fin, tout simplement. Donc, on n'a pas besoin d'arrêter le projet. Les activités continuent. Et après l'évaluation, on fait tout simplement un atelier de revue du programme, tout simplement pour pouvoir corriger en fait les erreurs, par exemple, les gaps de mise en œuvre basés sur en fait les résultats de l'évaluation à mi-parcours. Donc, pas besoin d'arrêter du tout. D'accord, merci beaucoup. Ma deuxième préoccupation, ça concerne un appel à projet où ils ont précisé dedans que le projet va durer 3 ans. Mais ils disent que le projet Ouais, s'il vous serait plaît, si exécuté vous sur un pouvez an et être demi. un peu plus bref, parce que là, le Voilà. temps, il est... D'accord. Ils disent que le projet, je suis sûr, je serai bref quand même. Ils disent que le projet doit être exécuté sur 1 an et demi et les 1 an et demi restants devaient être consacrés au suivi des activités. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que d'autres projets et d'autres activités peuvent être réalisées lors du suivi des activités? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Oui, c'est assez clair. Merci beaucoup. Je vais prendre assez rapidement, Francine, si tu le permets. Donc,
en soi, en fait, il faut toujours rester calé en fait, sur les orientations du bailleur. Maintenant, tout dépend aussi en fait du type de projet. Si on est par exemple sur un projet de résilience en termes de développement des activités génératrices de revenus, ça veut dire qu'en fait, la première année va être sur la formation, la mise en place, l'appui, accompagnement, l'équipement ou le financement en fait, des activités. Et pour la suite, effectivement, c'est plus, ça suppose qu'on va plus par exemple identifier de nouveaux bénéficiaires, on va plus faire de nouveaux appuis, mais on va surtout être dans un processus effectivement pour être sûr que les activités puissent se tenir sur la durée en termes de suivi, reporting, comptabilité, tout est bien fait. Les participants mettent bien en pratique en fait toutes les leçons prises. Une sorte de système de mentorat, de tutoring en fait pour pérenniser l'action. Mais il n'y aura plus de nouvelles interventions. Après, c'est à voir en fait avec le bailleur derrière. Est-ce que si vous discutez avec lui, est-ce qu'il permet de faire de nouveaux financements, d'appuyer de nouveaux bénéficiaires ou pas, dépendamment du contexte, mais par défaut, c'est de rester aligné effectivement sur les engagements contractuels. Merci. Euh, Merci beaucoup, Armando, et merci à tous les participants pour vos brillantes questions et aux panélistes pour vos brillantes réponses. J'aimerais tout de même, si vous le permettez, là, c'est moi qui fais cette demande, adresser une toute petite question à Alexis Tabo. Je sais que c'est un jeune qui a beaucoup d'expérience à partager, même si son temps de parole a été un peu limité. Alexis, j'aimerais, s'il te plaît, si tu peux juste donner un conseil à des jeunes qui interviennent aussi dans des projets, dans des zones à risque. Parce que, comme le dit souvent Armando, c'est pas parce que il y a un conflit quelque part qu'on ne doit pas intervenir, on ne doit pas soutenir la population. En tant que jeune, si tu as un conseil à ces jeunes également qui veulent se lancer dans des projets, dans des évaluations, dans des zones en situation de conflit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francine. Déjà, c'est déjà de ne pas avoir peur parce que de mon expérience, ce que j'ai compris, c'est que le conflit, tout est c'est une question de relativité, de par rapport où vous êtes, de comment vous voyez le conflit. Quand moi, j'étais par exemple dans des zones dites à risque, euh, tous les jours, vous vous levez, les gens vont vaquer à leurs activités, sauf que de temps en temps, vous avez certaines situations qui font que voilà, tout le monde se replie. Mais quand vous quittez ces zones-là et vous allez dans des zones dites qui ne sont pas risques, qui sont risk-free, les gens ont peur et vous disent, mais qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? C'est là, c'est toujours l'adaptativité et l'approche participative. Comptez sur les locaux parce que eux, ils ont l'information. Toujours être à la quête de la bonne information. C'est d'abord ça. Deux, vous avez vos connaissances théoriques, certes, mais prendre toujours des conseils chez des gens qui sont un peu plus expérimentés. Toujours. Euh, nous, on a eu la chance, par exemple, d'avoir un évaluateur dans notre équipe d'évaluation qui non seulement connaissait le contexte, mais aussi avait à son actif beaucoup d'évaluations de cette sorte-là. Donc, qui pouvait nous dire, OK, dans ce contexte, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. L'autre chose, quand vous êtes sur le terrain, c'est vraiment d'être à l'écoute des gens. Venir, oui, on est venu collecter de l'information. On est venu prendre des renseignements chez vous, mais on a en face de nous des êtres humains. Donc, chercher à les connaître un peu plus, vraiment discuter. Et moi, j'ai eu la chance d'être dans un contexte où les gens étaient très accueillant malgré le fait qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'électricité, mais les gens vivent, ils sont heureux, vous essayez de vivre avec eux, vous mangez avec eux, vous discutez avec eux. Et là, l'information, elle est beaucoup plus fluide. Vous avez l'information et vous avez une information de qualité, vous avez une information pertinente. Mais quand vous venez, vous restez dans votre coin, vous jouez à l'étranger, vous n'essayez pas, par exemple, il faut essayer de parler la langue, rire avec les gens. Vous avez un peu ce tact-là. Vous êtes un peu maladroit, les gens rient. Voilà. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Mais il faut aussi toujours garder en tête cette approche de suivi-là. Parce que quand on était dans... Parce que j'étais sur le terrain en même temps, je supervisais. Chaque soir, comme l'a dit Nandro, il faut faire des, des briefings, des débriefings. Chaque journée de collecte, on débriefait. Et chaque fois, on disait, mais vous avez rencontré quoi? Moi, j'ai eu telle difficulté sur le terrain. Est-ce que vous avez la même difficulté? Après ça, on avait des canevas de suivi pour les enquêteurs. Si vous avez remarqué quelque chose,
Ça peut être banal pour vous, mais écrivez-le. Et ça nous permettait, nous, quand même, de pouvoir non seulement essayer de faire une assurance qualité des données, mais aussi de pouvoir justifier certaines choses par rapport à la collecte. Parce que nous, après, on faisait des retours aux bailleurs. Donc, quand on manquait, par exemple, sur l'attrition, pourquoi telle ou telle personne, tel nombre a manqué, on avait la possibilité de dire, c'est parce que telle personne n'était pas là, parce que telle personne n'était pas là, parce que il y a eu telle situation, telle situation. Ce qui approfondissait, en fait, ce qui donnait du poids et de la pertinence à notre analyse. Merci Donc, beaucoup. c'est un peu ce que je peux dire. Merci, Francine. Merci Mhm. à tous. Merci beaucoup. Je peux donc dire que nous sommes arrivés au terme de ce webinaire et ça a été un réel plaisir, encore une nouvelle fois, de vous avoir autour de cette question et de ce domaine qui de plus en plus suscite de l'intérêt. Donc, n'hésitez pas, il y a un formulaire qui a été mis dans le chat pour pouvoir évaluer. Nous sommes des évaluateurs. Donc, pour évaluer cette session et nous permettre de recueillir vos avis, les différentes thématiques sur lesquelles vous voudriez que le CLI fasse dorénavant des webinaires afin d'améliorer la culture évaluative en Afrique francophone et de mobiliser une masse critique d'experts qualifiés. Donc, je vous dis merci beaucoup. Ok, Non, merci. permettez-moi, j'ai été, ça c'est l'émotion, parce que, non, c'est l'émotion. Francine, Donc, je t'ai dit ce matin que tu es trop oui, non, sensible. non, c'était pas ça, c'était pas ça, c'était pas ça. Aujourd'hui, c'était une question d'ordre technique. Ok, ça va. Merci à tous. Merci, docteur. Merci beaucoup, Merci merci. bien. Ce Merci fut un Merci Merci à à plaisir. tous les tous et à toutes. participants. On Et espère tout vous le rencontrer monde. très bientôt. Ça Et marche. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Bye. Au revoir.